Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui réaliser les applications de la seconde partie du chapitre 19 concernant les budgets de trésorerie. Nous commencerons par l'application numéro 4. Pour la question 9, on vous demande si par exemple au mois de janvier, nous avons un solde donc le 31 janvier de 122 800. Est-ce que cela signifie que pendant tout le mois de janvier, du 1er au 31 janvier, la trésorerie a toujours été positive? Évidemment, le solde final ne signifie pas que durant le mois de janvier, il n'y a pas eu des moments où la trésorerie a été négative, où nous avons eu des découverts. On peut donc dire que les soldes du budget sont des soldes de fin de mois. Quand ils sont positifs, cela signifie que la trésorerie prévisionnelle est positive à la fin du mois. Toutefois, cela n'exclut pas des problèmes ponctuels de trésorerie au cours du mois. Par exemple, si les principaux décaissements ont lieu au début du mois, alors que les encaissements ont plutôt lieu vers la fin du mois. Inversement, une trésorerie négative telle que pour le mois d'avril, cela ne veut pas dire forcément que tout le mois d'avril a été dans le négatif. Il y a pu avoir des périodes où la trésorerie était positive. Vous voyez bien sur ce graphique que la trésorerie peut parfois être négative et peut aussi monter à des niveaux très élevés au cours d'un même mois. Pour la question 10, nous constatons qu'au mois d'avril, nous avons un découvert bancaire de 24 500. Il va falloir anticiper ce découvert et essayer de le combler avant qu'il ne se produise. La solution qui est proposée serait d'escompter des effets de commerce dont l'échéance arriverait à 30 jours. L'objectif étant de récupérer une somme au mois d'avril de 24 500. Forcément, il va falloir proposer à la banque des effets de commerce d'un montant supérieur à 24 500, car cette dernière va forcément nous retirer des frais d'escompte. Ainsi, le montant cherché, c'est-à-dire le E de mon équation, doit être supérieur à la somme que je vais obtenir, les 24 500. En effet, au montant que je propose à la banque, il faudra retirer les frais d'escompte à 6% sur une période de 30 jours. Je résous l'équation et je trouve 24 623,12 KE. L'application n'est pas terminée car à présent, il faut corriger le plan de trésorerie. Il va falloir prendre en compte qu'au mois d'avril, 24 500 € d'escompte vont entrer. Donc le solde de trésorerie du mois d'avril s'établira à 0. En revanche, pour le mois de mai, les effets qui devaient arriver à escompte n'arriveront pas. Donc je devrais retirer 24 500 ainsi que les frais d'agio perdus. En effet, il ne serait pas logique de remettre 24 500 € d'effets à l'encaissement en mai alors que ceux-ci ont déjà été remis à l'escompte au mois d'avril. Donc au mois de mai, nous perdons bien 24 500 € d'effets à remettre à l'encaissement. Notez bien qu'en mai, logiquement, j'aurais dû remettre à l'encaissement 24 623,12. Donc en fait, je perds bien les 24 500 que j'ai perdus au mois d'avril, plus des frais d'agio de 123,12. Ces frais que je perds en mai vont impacter mon solde final de trésorerie de mai et forcément impacter aussi ma trésorerie du mois de juin. Pour faciliter les calculs, j'aurais vraiment préféré avoir le budget de trésorerie afin de pouvoir tout modifier. Là, j'ai un plan de trésorerie avec uniquement les soldes de trésorerie initiaux. Je ne peux pas vraiment modifier comme je veux, donc du coup, au mois de juin, je suis vraiment obligé de reporter les 123,12 parce que le solde initial n'a pas été modifié. C'est le solde que j'avais à la base dans mon plan initial. Pour l'application 5 de la page 12 et la question 11, faites très attention. Dans les manuels, il est encore généralement indiqué que les titres négociables à court terme sont les billets de trésorerie, les certificats de dépôt ou encore les bons du trésor. Ça a changé de nom, ça s'appelle maintenant des nœuds CP. Donc il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans que ça a changé. Le terme nœud CP, je ne sais pas comment ça se prononce, ça signifie en fait Negotiable European Commercial Paper. Finalement, ça se prononce New CP.
Si vous avez compris, une entreprise qui a besoin de trésorerie peut émettre dans ce cas-là des New CP d'un montant minimum de 150 000 euros. Inversement, une entreprise qui a beaucoup de trésorerie peut acheter des New CP. Encore une fois, il faut qu'elle ait en trésorerie au moins 150 000 euros. Quelles vont être les conditions pour émettre un ECP? Alors pour qu'une entreprise puisse émettre des ECP, il faut qu'elle ait 2 ans d'existence et que ce soit une société par action. Nous sommes pleinement dans le chapitre 20 parce que les New CP seront vraiment étudiés dans ce chapitre. Pour la question 12, notre trésorier s'attend à être à découvert pendant plusieurs semaines. Il décide donc d'émettre des billets de trésorerie afin de récupérer de l'argent. Alors attention, ce ne sont pas des billets de trésorerie comme avant, ce sont ce qu'on appelle des nœuds CP. Nous allons donc émettre pendant 60 jours des nœuds CP. Nous les rembourserons à 240 000 euros. En revanche, la personne qui va nous les souscrire, qui nous apportera l'argent, nous versera un peu moins. Tout simplement parce que les intérêts sont précomptés. On va lui verser d'avance. Donc dès le premier jour, elle nous versera 240 000 moins ses intérêts précomptés. Cela nous amène à l'équation 240 000, donc le montant que nous demandons, moins les intérêts que nous allons verser tout de suite. Finalement, nous percevrons le premier jour, en fait, 238 900. Mais nous rembourserons 240 000 euros. La question 13 nous annonce en fait que le souscripteur, donc la personne qui a souscrit notre billet de trésorerie, le fameux New CP, va revendre ce titre sur le marché à 239 655. Est-ce que ça change quelque chose pour la société émettrice? Moi, ça ne me concerne absolument pas, tout simplement parce que ça concerne le souscripteur. Il va revendre son titre. Du côté de l'entreprise, elle doit à l'échéance 240 000, elle les paiera à la personne qui possédera le New CP. En réalité, il s'agit simplement d'un changement de propriétaire de ce titre financier. Le premier souscripteur va donc revendre pour 239 655 euros le NECP à un second souscripteur, à un acquéreur. Cet acquéreur se fera rembourser ce NECP par notre société 240 000 euros. Ainsi, le premier souscripteur va vendre au bout de 40 jours le NECP à 239 655 euros. Or, s'il avait attendu 20 jours de plus, il aurait pu percevoir 240 000 euros. Il va falloir maintenant calculer le taux équivalent correspondant à un placement de 239 655 euros pendant 20 jours et qui au bout de 20 jours donnerait 240 000 euros. Ici, nous trouvons un taux de 2,59%. Ce qui veut dire que l'acquéreur, donc le deuxième propriétaire de ce billet de trésorerie, va en fait bénéficier d'un taux de 2,59. Ce taux obtenu par l'acquéreur du billet est donc inférieur à celui proposé par l'émetteur qui à la base était de 2,75. On estime en effet qu'ici, en s'étant rapproché de l'échéance du paiement de ce billet de trésorerie, les taux en général ont baissé, donc le deuxième souscripteur sera moins rémunéré que le premier. Mais cela ne concerne aucunement notre entreprise, puisque l'entreprise Petit Bonhomme, quoi qu'il arrive, devra rembourser 240 000 euros. Application numéro 6. On vous demande pour la question 14 de rappeler le principe du certificat de dépôt New CP. Alors un certificat de dépôt, ça n'existe plus vraiment sous cette forme-là puisqu'on appelle ça maintenant des NEU CP ou des New CP. C'est un titre simplement de créance négociable de 150 000 euros forcément minimum qui est émis non pas par une entreprise mais par une banque. Une banque peut demander à des clients de venir placer entre un jour et un an des excédents de trésorerie d'un minimum de 150 000 euros. Donc là, c'est la banque qui demande presque un emprunt, pratiquement on pourrait dire, à des particuliers. Ce n'est pas exactement ça, mais simplement vous avez trop de trésorerie, c'est une entreprise, vous pouvez venir la déposer à la banque pour une journée ou pour un an maximum.
Pour la question 15, les intérêts sont post-comptés, ce qui signifie qu'ils seront versés à l'échéance. Nous sommes ici dans le cas de calcul d'intérêt simple, donc au capital de 460 000, il faut rajouter les intérêts procurés ici pendant un placement de 50 jours au taux de 2,852%. Nous trouvons un montant capitalisé de 461 822,11. Dans l'objectif de répondre à la question 16, nous allons d'abord entreprendre un petit schéma permettant de simplifier la situation. Au commencement, une banque va émettre un New CP de 460 000 € que la société Sharpies Rich va acquérir. Donc la société apporte des fonds à la banque et la banque en échange donne un titre de créance négociable. Ce titre a une durée assez courte puisque la société va le souscrire le 26 septembre et il sera remboursé le 15 novembre. Entre-temps, la société a besoin de trésorerie. Comme l'échéance de ce New CP est encore assez loin, elle décide de revendre sur le marché financier ce titre à une autre entreprise. Cette autre entreprise sera remboursée à l'échéance de 460 000 € plus les intérêts que nous avons calculés. Elle sera donc remboursée de 461 822. Ici, il faudrait calculer le prix de cession en tenant compte des intérêts qui vont courir entre le 15 octobre et le 15 novembre, sachant que le taux proposé est de 2,852. Toutefois, ici, la société Sharpies Rich va absolument trouver un acquéreur qui a besoin de liquidité. Donc, elle propose à celui qui va acquérir ce titre financier d'avoir des intérêts supérieurs au taux normal de 2,85. Donc, des intérêts de 2,95. Donc, la société Sharpies Rich va être perdante. Le prix de cession sera inférieur au prix qu'elle aurait logiquement dû recevoir si elle l'avait vendu, je dirais, à prix coûtant, au prix normal. Je réalise une autre présentation de ce problème, peut-être plus simple à comprendre. Donc, dans une situation normale, nous aurions dû céder le titre pour 460 690,70. Ainsi, la personne qui aurait acheté ce titre aurait été remboursée 461 822,11 et aurait perçu des intérêts logiquement au taux de 2,85, c'est-à-dire 1131,40. Or ici, nous voulons être certains de trouver un acquéreur pour ce titre financier. Aussi, nous proposons à celui qui va l'acquérir de percevoir un intérêt non pas de 2,85 mais de 2,95. Dans ce cas, il faut que le prix de cession soit inférieur au prix normal. C'est effectivement le cas, puisqu'ici le prix de cession dans la situation où la société veut se débarrasser de ce titre financier est de 460 651,93. Nous avons donc perdu une quarantaine d'euros par rapport au prix de cession normal. De son côté, l'acquéreur de ce titre financier fera un bénéfice puisqu'en fait il aura acheté ce titre moins cher que prévu. Ce titre rapportera du 2,95 et il sera remboursé normalement par la banque à l'échéance de 461 822,11. Quant à la société Sharpies Rich, elle est certes un petit peu perdante, mais comme elle avait besoin de liquidité, elle a revendu un petit peu à perte ce titre financier, ce New CP, mais elle a récupéré des liquidités. Réponse à la question 17. Alors maintenant, il nous demande de calculer le taux réel du placement. On est bien conscient que logiquement, on aurait dû avoir du 2,85 pendant toute la période, récupérer le prix de cession. Seulement là, on l'a cédé à un prix inférieur pour faire plaisir au nouvel acquéreur. Donc ce que nous avons perçu, ce n'est pas réellement du 2,85, mais un peu moins. La durée totale du placement devait être de 50 jours. Toutefois, au bout de 19 jours, nous avons décidé de céder ce titre. Donc ce titre nous a rapporté en fait pendant 19 jours, puisque le nouvel acquéreur pourra en disposer pendant 31 jours. C'est un peu la question précédente. Donc je pose l'équation, sachant que je vais percevoir 460 651,93 par l'acquéreur, qu'à la base j'avais donné 460 à la banque. Ici nous trouvons un taux de 2,69. Effectivement, il est bien inférieur au taux de départ. Alors pourquoi nous avons fait un cadeau tout à l'heure à l'acquéreur
Nous avons vendu à 2,95 alors que le taux pratiqué était de 2,85, tout simplement parce que certainement que les taux d'intérêt du marché monétaire avaient augmenté. Donc si je voulais attirer les acquéreurs, il fallait que je le vende un peu plus cher, que je propose un petit peu plus de taux d'intérêt. Il y a d'ailleurs une expression qui dit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est exactement la situation ici. J'ai dû faire plaisir à mon acquéreur, donc sacrifier un petit peu de ma rentabilité. Je n'ai finalement pas eu du 2,85 de rentabilité grâce à ce New CP. J'ai simplement eu du 2,69. Application numéro 7, qui est la suite de l'application concernant la société Claverola que nous avons déjà étudiée. Alors, pour la question 18, déjà supprimez-moi dans l'énoncé là jusqu'à un plafond de 100 KE. J'aurais pas dû rajouter ce petit détail. Alors ici, on a découvert de moins 111 qu'on voudrait couvrir avec des remises à l'escompte, sachant que l'on a un portefeuille d'effets d'un montant de 240 000 euros. Forcément, on ne va pas remettre les 240 000 euros à l'escompte puisqu'on n'a pas besoin d'autant. Donc je voudrais savoir combien remettre à l'escompte, sachant que forcément la banque va me prendre des intérêts ici à 11%. Je pose l'équation, x représente le montant que je dois remettre aujourd'hui à l'escompte, sachant qu'on va me retirer sur ce montant x des intérêts à 11% sur une durée de 1 mois. Et que le total doit me donner forcément 111 parce que j'ai besoin de 111 000 euros. Je trouve ainsi que je dois remettre à l'escompte 112 026,91 euros. Comme l'entreprise ne peut remettre à l'escompte que des effets de commerce par tranche de 10 000, donc avec 110 000, j'en ai pas assez, j'ai besoin de 112. Donc comme c'est par tranche de 10 000, il faut que je remette à l'escompte en fait 120 000 euros pour combler le déficit. Je sais maintenant que je vais remettre 120 000 euros d'escompte à la banque. Cette banque va me prendre des intérêts au taux de 11% pendant un mois sur 12. Donc cela me donne en fait 118 900 net que je vais percevoir. J'ajuste à présent mon budget de trésorerie. Concernant le mois de mars, je vais remettre à l'escompte des effets pour 120 000 euros. Toutefois, la banque ne me versera que 118 900. Pour le budget de trésorerie du mois de mars, je suis donc dans le positif de 7,90 que je viens indiquer maintenant en solde initial du mois d'avril. Les encaissements, décaissements n'ont pas bougé. Toutefois, il faut que je constate pour le mois d'avril que j'ai perdu 120 000 euros d'effets puisque je les ai remis à l'escompte au mois de mars. Ça me fait un solde final cette fois-ci de moins 24. Donc maintenant, le mois d'avril s'est dégradé. Je reporte ensuite ce solde du mois d'avril en solde initial pour le mois de mai, et ainsi de suite. À la question 20, je vais également essayer de trouver une solution pour le déficit que j'ai de trésorerie pour le mois d'avril de moins 24 100. Nous savons déjà par rapport aux questions précédentes que nous avons des effets que nous pouvons négocier par tranche de 10 000. Donc ici, 20 000 ce ne sera pas suffisant. Nous allons négocier 30 000 euros d'effets de commerce. Sur ces 30 000, ce n'est pas le montant que je percevrai puisqu'il faut recevoir les agios, les intérêts. Donc les intérêts sur un mois puisqu'il s'agit d'effets que j'aurais dû avoir en mai que je vais escompter pour le mois d'avril. Donc je retire les intérêts, donc 30 000 fois 0,11 fois 1/12e, ce qui veut dire qu'en fait je percevrai en valeur nette 29 725. L'étape suivante, donc la question 21, va être d'ajuster encore une fois mon budget de trésorerie par rapport aux 30 000 euros d'effets de commerce du mois de mai que je vais escompter au mois d'avril. Cette fois-ci, pour le mois d'avril, nous avons un solde positif de 5,62 que nous allons reporter au mois de mai. Au mois de mai, nous aurons en revanche perdu des escomptes puisque nous avons remis 30 000 euros d'escompte au mois d'avril, ce qui va faire baisser la trésorerie du mois de mai. Par contre, celle-ci restera positive. Application numéro 8. Nous finissons avec une activité qui est assez facile. On nous demande simplement de réaliser un équilibrage du plan de trésorerie. Pour le mois de janvier N+1 par exemple, le solde final était de moins 680.
On nous propose ici de réaliser un découvert bancaire qui nous permettra de faire rentrer de l'argent pour 700 KE. Donc nous revenons dans le positif. Toutefois, ce découvert va nous coûter 6 KE d'agio qu'il faudra retirer, ce qui nous donne un solde final après décision du trésorier de plus 14 KE. Pour le mois de février N+1, nous repartirons avec une base de 1624, c'est-à-dire les encaissements prévus de 15 800, moins les décaissements de 14 190, et le solde final du mois de janvier qui viendra le solde initial du mois de février, qui est de 14. Pour ce mois de février, il faudra également penser que nous allons devoir rembourser le découvert du mois de janvier. Donc nous allons rembourser 700. Et comme nous avons un petit peu de trésorerie, il est marqué dans l'énoncé que nous allons pouvoir placer 250 KE qui nous rapporteront du 7 KE. Donc nous allons retirer 250 puisque nous les plaçons et nous rajoutons les produits que nous allons recevoir grâce à ce placement de 7. Ce qui nous donne une trésorerie finale, un solde cumulé final après correction de plus 681. Notez bien que dans l'énoncé, il était marqué que les découverts sont remboursables au maximum un mois plus tard. C'est pour ce motif que je rembourse les 700 € de découvert du mois de janvier au mois de février. Concernant la période de mars N+1, je me retrouve avec un solde budgétaire cumulé de moins 2399, c'est-à-dire les encaissements prévus moins les décaissements prévus, et je rajoute le solde positif de février N+1. Cette trésorerie négative, j'ai prévu de la financer grâce à un découvert de 2200, forcément qui va engendrer des agios, donc il faut que je retire moins 30. Et finalement, je me retrouve tout de même avec un solde négatif de moins 229 KE. Ce qui veut dire que le trésorier a un petit peu mal prévu, il faut revoir un petit peu ses plans pour certainement mieux financer le mois de mars. Nous allons maintenant répondre à la question que se pose le trésorier, à savoir la différence entre la trésorerie du PCG et celle de l'EOC. Alors, pour le PCG, la trésorerie comprend les disponibilités de l'actif, auquel on va retirer les concours bancaires du passif. Pour l'EOC, ça correspond à peu près à la même chose, sauf que dès qu'on a des concours bancaires de plus de 3 mois, il faut ne pas les compter dans la trésorerie passive, puisqu'en fait, sur des concours bancaires de plus de 3 mois, c'est du long terme, il faut les laisser dans les emprunts. Autre point à considérer comme différence, les experts comptables considèrent que les valeurs mobilières de placement, dès qu'on peut les revendre très rapidement, qu'elles sont facilement négociables, nous pouvons les inclure dans la trésorerie. Pour finir le chapitre, vous lirez les pages 15 et 16. Ne négligez pas la partie cours et vous verrez que les banques généralement ne mettent pas l'argent sur notre compte le jour où nous le pensons puisqu'elles prennent des dates de valeur. De même, elles ont tendance à retirer l'argent de notre compte plus tôt que prévu. Toutes ces données, toutes ces dates de valeur, le trésorier doit être en capacité de les connaître pour pouvoir mieux les appréhender. Alors vous avez également des budgets que l'on pourrait faire encore plus précis vraiment. C'est ce qu'on appelle faire des budgets au jour le jour. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis à la page 16 avec un budget établi sur les différents jours de la semaine en tenant compte des différents événements, les remises de chèques, les décaissements, vraiment pour être très précis. Ce chapitre à la base devait aborder uniquement les budgets de trésorerie. Mais comme vous avez dû le constater, depuis l'application 4, nous avons largement débordé sur le dernier chapitre de l'année, le chapitre 20.